Oui, donc aujourd'hui je vais vous parler d'UX. Ça, c'est une petite agence sur Paris qui mettait ça. J'ai adoré le concept, donc du coup je l'ai gardé, devenu une star du X. Bon, bah, c'est pour moi. Bah oui, donc l'expérience utilisateur, on va commencer tout de suite. Du coup, est-ce que ça marche? Oui, non, oui, yes. Ok, alors je me présente. Julien Bonzon, je suis directeur artistique et UX designer. C'est un vrai poste. J'ai travaillé 10 ans en agence à Paris, dans différents styles d'agences, des petites, des grandes. J'ai travaillé pour Bosch, Tefal, bon, voilà, Pierre et Vacances, ce genre de choses. Là, je vous ai mis des gros clients qui avaient besoin vraiment du X et de direction artistique, un peu des deux. C'est difficile de dissocier les deux. Donc j'intervenais à la fois sur les deux plans. Et donc, depuis 2017, j'ai créé un studio qui est un collectif voilà, de freelance qui s'appelle Hexapod, où on fait un peu de tout, on fait de la com à 360. Et toujours dans le même domaine, donc dans la direction artistique et dans l'UX, je travaille pour eux de Switch. Certains étudiants connaissent peut-être aussi avec l'intervention de Kovan, qui est un hébergeur. YouTube Music pour la création de plateformes et ce genre de choses. Crédit Agricole Store, bah, je les ai gardés. Et auto-entrepreneur.fr. J'ai fait vraiment, pour ces projets-là, j'ai amené l'expérience que j'avais en agence, en UX. Je vais vous détailler donc tout au long de cette présentation. Et on va voir ça tout de suite. Alors l'UX, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simple. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, comme on disait tout à l'heure. En fait, en gros, on place surtout l'UX avec l'ergonomie, mais c'est qu'une partie de l'UX. En fait, sur l'ergonomie, on rajoute l'usabilité, donc l'usage du projet. Pour la petite parenthèse, là je vais vous parler essentiellement de web et d'applications, parce qu'il faut savoir que l'UX s'applique aussi au print, à la vidéo, à la communication orale, à n'importe quoi. Donc là, on va centrer vraiment sur le web et les applications. Voilà, donc, je vous ai dit l'ergonomie et l'usage, donc l'aspect pratique du truc, comment on prend en main, comment on le ressent, comment est-ce qu'on comprend vite. Voilà, c'est ce genre de truc qui est important. Et c'est surtout, le point fort, c'est que ça aide à anticiper l'usage. Si on part mal sur la conception d'un site, on risque de faire des mauvaises choses à l'utilisateur, et du coup il s'en va. Donc, vous avez la petite définition conceptuelle. Alors, je suis désolé, on voit assez mal. J'espère qu'on verra un peu mieux. Je vous la relis rapidement. C'est l'expérience utilisateur. C'est un ensemble de normes et de bonnes pratiques à la conception d'un site internet. C'est en gros ce que je viens de vous dire. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. En fait, souvent on confond l'expérience utilisateur et le design. Pour ceux qui ne voient pas ici, là, je vous donne un exemple un peu plus concret juste après, mais en gros, vous avez un chemin qui est très beau, pavé, magnifique, qui représente le design, et là, on a l'utilisateur qui est ici et qui, lui, se coupe, hein, il s'en fiche. Donc, on confond souvent les deux. L'UX, c'est pas l'aspect graphique, pas que. L'exemple concret, c'est celle d'une voiture. On prend une voiture toute simple, basique, peu importe le modèle. Lui, ça va être l'habitacle, la carrosserie, les roues, le tableau de bord, les sièges. Tout ça, ça va être le concret. L'UX, ça va être la conduite, l'expérience de la conduite. Ça va être, vous savez, le petit truc de quand vous sortez de la voiture. Alors, c'était comment? Ah, c'était bien, je me sentais bien dedans, on conduit bien, elle a une bonne tenue de route. Ça, c'est l'UX, principalement. C'est l'expérience que vous avez fait. Quand vous sortez d'un manège, c'est exactement pareil. C'était comment? Moi, j'en ai vu plein la tête, c'était génial. Voilà. Donc, l'aspect concret et l'aspect ressenti, c'est de l'émotion. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de l'historique de l'UX. C'est pareil. Je vous ai fait une jolie timeline, c'est dommage. En gros, on remonte à peu près dans les années 40 avec les premiers tests utilisateurs. Comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas Internet dans les années 40, donc du coup on parle quand même du X à ce moment-là chez Toyota, parce que Toyota à l'époque, même dans les années 40, s'est dit
comment il le ressent, l'utilisateur, la voiture? Comment il fait? Est-ce qu'il est confortable? Comment ça se passe? Donc ils ont fait les premiers tests. On se base généralement sur ça pour établir un point de départ sur l'expérience utilisateur. Je vous ai mis différents points clés juste après. Alors, c'est surtout des références qui sont intéressantes, notamment Bastien et Scapin, qui en font des heuristiques qui permettent de passer n'importe quel site. Il y en a d'autres, hein, qui permettent de passer n'importe quel site à la moulinette, de faire un audit très rapide avec des points clés. Je vous conseille quand même d'aller les voir, les heuristiques de Bastien et Scapin. Et moi, je peux sauter directement à Jesse James Garrett, qui a écrit le premier livre qui s'appelle The Elements of the User Experience. Pardon, vraiment l'accent anglais. Lui, il a vraiment posé les premières bases de l'UX sur le web. On peut aussi parler, on retrouve des traces d'UX comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là c'est pareil. En fait, vous avez deux plans du métro londonien. J'étais remonté aux années 40, mais on peut retrouver, même on peut remonter encore, mais juste pour vous faire un petit rappel concret, là c'était le plan du métro londonien avant qui suivrait les vraies courbes des lignes qui étaient illisibles, et ils l'ont un peu adapté, ils l'ont rendu beaucoup plus lisible grâce à l'expérience utilisateur. Et un peu de graphisme aussi. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? L'UX, généralement un projet en UX, on passe par 3 phases. La première, c'est la recherche utilisateur. Je vous donne des détails après. La deuxième, c'est le prototypage. Et la dernière, c'est les tests. C'est simple, on va les détailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 phases-là, donc, forment l'UX, mais forment aussi ce qu'on appelle, vous avez dû entendre ça déjà, le design thinking. C'est vraiment ça, en fait. C'est mettre l'utilisateur au sein du projet. C'est plus se dire quel argument je vais mettre en avant. Qu'est-ce que je vais lui vendre? Est-ce que je vais lui vendre un truc? Non, on passe. Lui, si on lui vend, il va se sentir agressé, le ressenti est mauvais, nul. On va lui amener des solutions, on va lui amener des réponses, on va lui amener un ressenti agréable. Et du coup, il va se sentir bien, du coup, il va rester. Et du coup, il va rester, il va parler de vous, et l'expérience sera agréable dessus sur votre site. Donc, ah oui, pour la petite référence aussi, le design thinking, vous avez un livre que j'ai adoré de Steve Krug, qui s'appelle Don't Bend Me Think, qui est pas mal, qui en parle beaucoup, qui le détaille un peu plus que moi. Pour des raisons de timing, je ne peux pas vous faire du UX ou du design thinking, même si c'est complémentaire. Mais je vous conseille de le lire si jamais vous voulez approfondir le sujet. Et donc on part sur la recherche utilisateur. La recherche utilisateur, en gros, c'est qui est l'utilisateur de votre site. Généralement, on parle de cible. Je suis pas très fan, c'est assez marketing, mais vous avez aussi le terme persona qui marche. Le terme persona, ça sort beaucoup, surtout avec tous les blogs où on entend beaucoup de créer votre persona, toutes les astuces pour créer votre persona. C'est bien, ça permet de savoir si ses freins cognitifs, ça permet de connaître aussi ses habitudes, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il va rechercher. Mais le meilleur persona, en fait, c'est vous, simplement. Celui que vous allez le mieux connaître, c'est vous commencez déjà par vous, ça vous donne un bon point de départ. Parce qu'il faut faire preuve d'énormément d'empathie, c'est-à-dire qu'il faut quand même se placer à la place de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on imagine qu'il a ce parcours-là, qui vit dans la Creuse, qui n'a pas accès à Internet. C'est assez difficile. Donc déjà, vous vous placez en tant que premier utilisateur du site. Si jamais vous avez à créer un concurrent de Netflix, déjà bonne chance. Mais si déjà vous avez à créer un concurrent de Netflix, moi le petit conseil que je vous donne, c'est d'aller sur Netflix, vous fixer un but et de relever tout le parcours que vous allez faire. Alors, quand je parle de parcours, je parle de combien de temps je mets pour arriver à mon but. Est-ce que ça a été difficile? Sur quoi j'ai cliqué? Et je relève aussi les moments de friction qui sont très importants. Les moments de friction, je l'explique rapidement. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un site et que vous vous êtes dit ah mais là quand je clique sur ça, en fait c'est pas cliquable, ça sert à rien. Je perds un quart de seconde, c'est énervant. C'est une fraction énervante, mais c'est un moment de friction. Mais où est-ce que je trouve ce truc-là? Je cherche là, je le trouve pas. Bon, je sors du site.
vous est déjà arrivé normalement. Voilà. Ça me rassure, parce que la personne qui me dit non. Donc ça, c'est un moment de friction. Donc surtout, il faut les relever. Parce que quand vous avez créé votre projet, ceux-là, il faut les gommer, principalement. Et puis bon, vous êtes votre premier personnage, et puis vous avez quand même, j'espère pour vous, un entourage. Qu'on vient un apéro ou un repas, et c'est pareil. Vous leur demandez de tester exactement de la même façon que vous. Vous leur donnez le même but, et vous relevez le parcours avec tout ça. Et après, déjà, vous avez un panel, normalement de 4, 5 personnes, ça vous fait déjà une bonne base, et vous relevez les points qui ont été communs à tous les parcours. Les points de friction, comme je vous ai dit, et les points positifs, est-ce qu'ils ont trouvé rapidement. Tout ça, il faut vraiment le relever, et ça vous fait une très bonne base d'utilisateurs du site. Et après, effectivement, vous pouvez partir sur des personnages fictifs, avec d'autres buts bien précis, mais ça vous fait déjà, voilà, vous savez déjà ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, plus ou moins, et le but, s'il est facilement atteignable ou pas. Donc, la recherche utilisateur. Si on part ensuite sur la deuxième phase, on a fait notre recherche utilisateur, c'est qui va l'utiliser, il n'y a pas de souci. Si on part sur la deuxième phase, qui est le prototypage, alors un prototypage de site web, c'est la réalisation d'un prototype, naturellement, merci Julien, mais c'est en gros, c'est des maquettes structurelles. Moi, comme je vous ai dit, en fait, je suis DA et je suis aussi designer. L'avantage, c'est que quand je fais des maquettes structurelles, je fais des fondations, comme les fondations d'une maison. J'ai juste je monte les murs et voilà. J'ai juste à donner un coup de pinceau pour apporter la touche graphique. Le prototypage, c'est un peu ça. Cette phase-là, en fait, on crée des wireframes, ou des zonings aussi. Vous avez déjà dû entendre les deux mots. Si, ça peut arriver parfois d'entendre ces mots-là, mais en fait, le wireframe, c'est des maquettes structurelles, et la différence avec les zonings, c'est juste un dessin qui dit, ouais, là, dans cette zone-là, je voudrais le texte. Le wireframe, c'est déjà un peu plus détaillé. Déjà, on respecte presque l'échelle. Et la différence avec le prototypage, c'est quoi? Zoning, wireframe, prototypage, en fait, c'est vos wireframes qui sont cliquables. Simplement. Ça donne un petit côté interactif. C'est plus intéressant. Pourquoi? Vous avez des sites comme InVision, je crois, qui font ça. Adobe XD le fait aussi de plus en plus, ils le proposent sur leur nouveau logiciel. Pourquoi c'est intéressant de rendre une maquette graphique horrible cliquable? Tout simplement pour la phase 3 qu'on détaillera après, pour faire votre test, pour savoir comment il va parcourir votre site. Et intégrer des wireframes, ça ne servira à rien, ça ferait perdre du temps. Donc là, vous rendez juste des images cliquables et c'est déjà intéressant, c'est un gain de temps utile. Et moi, vous savez déjà, pour vous, où est-ce que vous allez pouvoir corriger tous les petits trucs qu'il y a. Alors, le prototypage, on met l'accent sur 3 choses. On met l'accent sur le responsive design. Je donne beaucoup de termes. Généralement, s'il y en a un qui est trop compliqué, on pourra voir à la fin. Mais le responsive design, j'essaie de les détailler à chaque fois. Le responsive design, c'est le passage, pareil, déjà plus longtemps que ça, d'un site d'un ordi, un desktop, à une tablette, à un téléphone. Voilà. C'est juste cette phase-là d'adaptation entre ces trois choses. Donc, le responsive design. Vous avez aussi l'usabilité. Alors, l'usabilité, on a, je ne sais pas si vous pouvez voir la définition, non? Ouais. Moyen. Alors, je vous la lis rapidement, mais je vous l'explique après. C'est le degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifique. En gros, c'est si votre projet est efficace, simple et facile à prendre en main. L'usabilité, ça rassemble un peu tout ça. Donc il faut qu'il soit simple, simplement, et facile à utiliser. Donc responsive design, usabilité et affordance. Alors l'affordance, c'est la capacité d'un objet ou d'une caractéristique à suggérer son utilisation. Là on ne voit pas, mais l'exemple type c'est un marteau. Marteau, on le prend, on sait tout de suite à quoi ça sert. Par lui-même, on sait qu'on ne fera pas avec. Ou alors, je ne juge pas les choses, mais voilà. Voilà, ça suggère son utilisation. Un call to action, un bouton, on sait que par l'aspect, on a envie d'appuyer dessus. Voilà, c'est utile et c'est affordant. Donc, on a ces 3 axes sur lesquels on va accentuer nos prototypages. Et après, moi, je vous donne quelques trucs. Je suis là aussi. Je vous donne quelques trucs. Moi, je me base sur 5 lois. Les 5 lois du X, il y en a beaucoup. Vous allez pouvoir en trouver dans tous les forums, dans tous les sites. Vous allez en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup qui vous allez en trouver quelques-unes.
Je crois qu'il y a aussi les 6 lois de Gestalt, qui est en gros, c'est une théorie allemande du XXe siècle qui analyse la perception de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez cette image avec les 2 visages qui forment un vase. Voilà, ça fait partie d'une des lois de Gestalt en fait, tirée de là. C'est comment l'utilisateur perçoit un site quand il arrive dessus. Il y en a qui sont présentes dedans, donc si un jour vous voulez les voir, je vous donne ça, c'est juste pour vous donner une autre référence que les miennes. Je vous les détaille du coup. Alors, la loi de Fitts, c'est la première. Voilà. On passe à la suivante. Non, la loi de Fitts. En gros, je vous donnerai peut-être pas le détail, ou voilà, je les repasserai pour ceux qui veulent avoir vraiment s'amuser à calculer. En gros, c'est plus un élément est loin, plus un objet est loin, moi j'aurais envie d'aller cliquer. Jusque-là, c'est pas, on se dit, bah ouais, c'est normal. L'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est, vous avez maintenant, presque sur tous les sites, le scroll to the top. Voilà. À votre avis, pourquoi il est là et pourquoi il est comme ça? Tout simplement parce que quand vous allez visiter un site et que vous allez consulter du contenu, vous regarderez la prochaine fois, vous avez souvent le curseur sur la droite et souvent là, en bas à droite. Pourquoi? C'est parce que quand vous finissez de lire, vous finissez là-bas. C'est logique. Donc du coup, vous avez souvent le scroll to the top, donc le bouton qui permet de revenir tout en haut du site, là-bas. Et il a été placé là pour ça, pour vous éviter de faire tout un chemin pour revenir tout en haut. Voilà. Je vais revenir en haut, j'ai juste un clic à faire, j'ai presque pas à bouger le curseur. S'il avait été là, bonne chance quoi. Normalement, il faut vous traverser l'écran. C'est un point de friction, c'est comme je vous ai dit, c'est pas non plus la mer à boire, mais par contre, à le faire déjà, si vous devez le faire prendre quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà, essayez de placer de façon cohérente les éléments en fonction des comportements. C'est pareil sur les téléphones, généralement vous avez un champ d'action qui va avec le pouce. Là, c'est un truc en haut à gauche, comme les menus, comme on fait souvent. Bon, voilà, c'est une gymnastique à faire. La loi de Hickman, la deuxième. Pareil, vous avez 2 heures. Donc la loi de Hickman, c'est en gros, plus j'ai le choix, moi je vais en faire un. Trop de choix, plus le choix. Pareil, je vais vous donner à chaque fois un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur Netflix et de ne pas savoir quoi regarder le soir et de regarder 50 films 50 jaquettes de films et en avoir marre. Qu'est-ce qu'on se met? J'en suis à la 8e page, j'en peux plus. Quoi. Je sais même plus ce que je cherche au début. Ce qu'on appelle une surcharge cognitive. En fait, le mal de tête que ça vous donne, c'est que vous avez un disque dur qui est saturé, et du coup c'est trop. Quoi. Vraiment, j'arrête, je sors, je m'en vais, je bois un coup, je sais pas. Donc voilà, ne pas surcharger d'informations les pages. Essayez d'être le plus concis possible. Bon, après, avec des personnes qui font du référencement naturel, ils vont vous dire, mais si, il faut en mettre un peu plus. Essayez de trouver un juste équilibre. Alléger un peu le côté cérébral de votre utilisateur, vous le remerciez. Donc, la troisième loi, qui est celle de la charge cognitive. Alors, pareil, l'effet est un peu pété, mais c'est pas grave. La charge cognitive, c'est en fait, plus un objet est simple, plus vite je vais le comprendre. Là, vous avez l'exemple que je vous ai donné, c'est un carré vert, plein. Et là, il y a marqué, ceci est un carré, en forme de carré. L'exemple en ballon, malheureusement. Mais en gros, si je vous montre ces 2 exemples, le premier truc où je vous demande lequel est un carré, principalement, j'espère que vous allez me dire ça, c'est celui-ci, parce que si vous me dites celui-là, c'est que ça va, hein, c'est pas la norme. C'est que vous êtes quelqu'un qui cherche un peu à se compliquer la chose, donc voilà. En fait, une chose, depuis le début, hein, je vais vous marteler avec ça, mais une chose simple, rapide à comprendre, c'est le b.a.-ba de l'UX. Voilà. Vous avez le meilleur exemple, je vous donne le meilleur exemple juste après, du meilleur site UX à la base. Mais voilà, c'est un peu le rapport avec l'affordance, ce que je vous ai dit juste avant. Mais voilà, là on comprend tout de suite que c'est un carré. Cherchez à comprendre. Vous faites un call to action, vous le faites vraiment avec une envie qui clique dessus. Vous ne faites pas juste un petit bouton parce que c'est design, parce qu'il marche. Toujours d'un point de vue UX. Et l'avant-dernière, c'est la loi de proximité et de similitude. Alors c'est simple, là vous avez 2 types d'éléments, et pourtant ils font partie du même site, mais si je vous dis que
en gros, tout ce qui est proche et qui se ressemble a la même fonction. Voilà. Quand vous allez faire sur des sites de e-commerce, si vous mettez le prix trop bas, on n'a pas l'impression que le prix correspond à l'article au-dessus. Si c'est mal fait, c'est que si jamais vous êtes dit ça, c'est que, ou alors vous savez pas si le titre correspond à l'image d'en dessous ou d'au-dessus aussi. Ça peut arriver. Ben voilà, c'est à ça que sert cette loi. Ça veut dire que rassembler les éléments, on va les mettre en commun, et donner-leur le même aspect, on va avoir l'impression qu'ils ont la même fonction. On se dit que là c'est du texte, et que là c'est une barre de navigation, un menu. Voilà. On s'est jamais dit que ce carré du milieu avait la même fonction que celui-là. Non, pas du tout. Donc voilà, si vous avez des choses, essayez de les rassembler plus possible pour que ça se lise plus facilement. Et puis la dernière, j'avais raison. Voilà. Le rasoir d'Occam. C'est un principe philosophique, le terme de rasoir. C'est comme je vous ai dit, en fait, les premiers professionnels qui ont travaillé sur l'UX, c'était des philosophes, c'était des statisticiens, c'était des mathématiciens, c'était des personnes vraiment qui cherchaient sur le comportement humain. Et donc, du coup, le principe philosophique du rasoir, c'est qu'on enlève, là, je vous le raccourcis, hein, on enlève tout superflu. Je le rabat encore une fois, mais c'est quand même assez important. Le site que beaucoup du UX designer aiment bien, c'est Google en fait. Il y a juste le logo, une barre de recherche et un bouton ou deux à la base. Voilà. Merci, au revoir, vous avez fait dans l'efficace. Gentil. On va le check. Si on remet plus d'informations, si je redouble le logo, si je le mets en dessous, on perturbe la lecture et c'est pas bon. Ça crée un gros point de friction. Donc voilà, ce sont les 5 lois sur lesquelles je me base, là qui sont vraiment détaillées, mais en fait quand on fait une structure de site, au final c'est quand même assez important de se les remémorer. C'est-à-dire que là je vais faire une zone avec des témoignages, si en dessous je fais un portfolio mais que je le colle trop, on va penser qu'il y a une relation entre les deux. Pas du tout. Enfin voilà, ce genre de choses. Une lecture et en fait efficace. Bon, bah du coup on a fini sur la partie prototypage. On passe au test des sites. Alors ça vous allez m'entendre parler de plus en plus parce que ça se fait de plus en plus pas mal. En fait le test, le mieux que je peux vous donner, c'est de reprendre le même panel que vous aviez au début. C'est-à-dire vous et le panel que vous avez convoqué lors de l'apéro, lors de repas. Voilà. Une fois que vous avez fini votre projet, que vous avez fait vos maquettes structurelles, vous leur dites de revenir et vous faites le même parcours. Et vous voyez s'ils ont mis moins de temps, s'ils ont mis plus de facilité, s'ils ont connu d'autres points de friction ou pas. Voilà. J'espère pour vous qu'à partir du moment où vous faites ce deuxième test, ça se passe plus facilement. Vous avez l'A/B testing, qui est un outil qui est pas mal. En fait, en gros, bon pareil, je vous laisserai lire la définition parce que c'est pas toujours intéressant que je vous fasse de la lecture, mais en gros, vous créez 2 parcours différents pour voir lequel fonctionne le mieux. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On ne sait pas que si je fais ça, le parcours va être efficace. Si je fais ça, ça se trouve, il est encore plus efficace. Mais comme je ne sais pas, faites ça. Hein, vous faites tester les deux. Merci. Du coup, sur les tests. Quand vous reprenez le même panel, c'est toujours intéressant de savoir de savoir si je sais pas, oui, c'est ça. Il y a un principe du X, une loi que je m'applique, c'est un peu pessimiste, qui s'appelle la loi de Murphy, qui dit si une chose peut mal se passer, ça se passera mal. Donc si vous laissez la moindre opportunité que quelqu'un fasse quelque chose de mauvais sur votre site, il le fera. Les cons, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît, certains disaient. Donc voilà, les tests en fait corrigent ce genre de choses. Ils corrigent à fond ce genre de choses. Faites faire des tests à n'importe qui, vas-y, va voir mon truc. Et de toute façon, vous allez toujours le faire progresser. Il ne sera jamais parfait, mais au moins vous le ferez toujours progresser. Et vous ferez toujours des corrections dessus. Même si votre site, vous pensez au top, vous allez toujours faire des corrections dessus. Déjà, avec les nouvelles technologies, je vous rappelle qu'il y a encore peut-être 20 ans, je parlais sites étaient faits sous Flash. Voilà, les mecs sont plantés. Donc du coup, avec les nouvelles technologies, Flash ça n'existe plus. On fait que de l'HTML. Voilà. De toute façon, on serait toujours amené à le faire évoluer, à le perfectionner. Donc voilà, n'hésitez pas à faire toujours des demandes de retour
d'utilisateur, même une fois qu'il est en ligne et que ça ressort. Et en plus, ça donne la satisfaction à l'utilisateur de se sentir impliqué sur votre site. Donc, du coup, il reviendra. On verra, il a pris en compte la considération, c'est pas mal. Et voilà, du coup, j'ai fini.